Dans le silence stérile d'une pièce du palais, la princesse Béatrice tenait une enveloppe scellée lourde des secrets d'un royaume. Toute sa vie, elle avait vécu avec la conviction inébranlable que sa place au sein de la maison de Windsor était inscrite dans son ADN. Son ascendance n'était pas qu'un simple arbre généalogique. C'était une tapisserie d'histoire et de devoirs s'étendant sur des siècles de rois et de conquérants. Elle n'avait jamais douté de son sang, car la machine royale était précisément conçue pour éliminer de tels doutes, remplaçant la curiosité humaine par la froide et implacable certitude de la tradition. Pourtant, lorsqu'elle brisa le sceau de ses résultats ADN, le miroir soigneusement poli de son existence ne se fissura pas seulement. Il se brisa en 1000 morceaux, blessant profondément l'âme, même de la monarchie. Le rapport n'offrait aucune explication douce. C'était un coup de massue. Son regard se figea sur une phrase qui anéantissait tout le réconfort qu'elle avait connu. Pas le père biologique. L'homme qu'elle avait appelé Père le Prince, qui l'avait guidé dans le labyrinthe de la vie royale, n'avait aucun lien génétique avec elle. Le papier tremblait dans sa main, l'encre paraissant plus tranchante et plus cruelle à chaque seconde de cette prise de conscience. Son monde s'écroula. Elle avait arpenté les couloirs dorés de Windsor en filet de prince, protégée par une lignée prestigieuse, pour découvrir que son sang racontait une histoire. Histoire de désirs interdits et de décennies de tromperies institutionnalisées. Chaque souvenir d'enfance, les sourires, la fierté paternelle, les conseils chuchotés avant les apparitions publiques, semblaient soudain un scénario brisé. Les murs du palais, jadis forteresse de sécurité, lui paraissaient désormais une prison abritant un mensonge trop lourd à porter. Dans cet instant précis, silencieux, Béatrice n'était plus princesse de droit. Elle était la victime involontaire d'une grande illusion. Ce n'était pas une tragédie née d'une simple erreur, mais l'héritage de murmures qui hantaient les couloirs du palais depuis la fin des années 1980. Bien avant que les larmes de Béatrice ne souillant le sol, la machine royale s'activait déjà pour dissimuler les fissures qui se formaient derrière la façade du mariage d'York. Les anciens conseillers royaux se souviennent du silence pesant qui s'éternisait entre ses parents, des regards échangés entre le duc et la duchesse, chargés d'une tension plus vive qu'une lame. Durant les années qui ont entouré la naissance de Béatrice, le palais était une tempête contenue entre ses murs dorés. Il y avait des voyages précipités, des réunions dissimulées sous de vagues explications et des absences effacées des agendas officiels. Les courtisans remarquaient ces schémas mais n'osaient rien dire. Dans la monarchie, la curiosité est un luxe qui coûte la vie. Ils consignaient leur malaise dans leur mémoire plutôt que par écrit, sachant que parler c'était trahir, et trahir était impensable. Les résultats ADN désignent un homme qui n'existait pas en marge du monde royal, mais en son cœur même. Un homme dont l'ombre planait plus loin que quiconque n'osait l'admettre. Il faisait partie du cercle restreint, une figure suffisamment digne de confiance pour être tolérée et suffisamment dangereuse pour être éliminée lorsque les rumeurs devinrent trop insistantes. Son lien avec la mère de Béatrice était un défi aux attentes, un affront direct aux structures rigides du devoir royal. C'était un lien interdit forgé dans le secret et défendu par un silence qui coûta cher au palais. Pour l'institution, le scandale était existentiel. Si la filiation était reconnue, cet homme serait le père biologique d'une princesse dont la légitimité était censée être incontestable. Si elle était niée, la monarchie serait accusée de vivre dans le mensonge. Le palais, si habile à manipuler l'opinion, n'avait aucune stratégie pour contenir une vérité inscrite dans l'ADN. La science est absolue, et c'est dans cet absolutisme que résidait un danger profond. La monarchie avait été transpercée par une vérité qu'elle ne pouvait ni faire taire ni réécrire. La dissimulation était aussi calculée qu'impitoyable. Lorsque les premières rumeurs ont commencé à circuler, il y a des décennies, le palais n'a pas hésité. Les dossiers susceptibles de soulever des questions ont été discrètement scellés ou détruits. Les comptes officiels ont été remaniés jusqu'à ce que toute trace de suspicion disparaisse. L'argent était leur arme la plus efficace. Voilà. Les employés qui avaient constaté les visites nocturnes ou entendu les appels téléphoniques chuchotés se sont vus offrir des avantages déguisés en promotion ou en généreuses indemnités de départ.
Ceux qui rechignaient à coopérer étaient soudoyés directement, recevant des enveloppes remplies de billets accompagnés de menaces subtiles, mais implacables. Le message était toujours le même, le silence est synonyme de loyauté, et la loyauté est synonyme de survie. Les équipes de relations publiques ont orchestré des diversions habiles, inondant le monde, d'images de perfection, jusqu'à ce que les imperfections disparaissent. Au cœur de cette supercherie se trouvait une poignée de courtisans de confiance qui gardaient le secret avec un dévouement absolu, non par amour, mais par nécessité. Ils savaient que si le secret était révélé, tout le palais s'effondrerait. Pour Béatrice, la reconnaissance du nom de « l'autre homme » fut la goutte de chaude qui fit déborder le vase. Ce n'était pas un inconnu. C'était un visage familier, un nom marqué par le scandale. Apprendre que sa vie était liée à un homme dont l'existence avait été instrumentalisée par la presse fut une cruauté à laquelle elle n'était pas préparée. Elle se sentait déchirée entre deux mondes, l'amour qu'elle portait au père qui l'avait élevée et l'implacable vérité que la science avait mise à nu. Chaque étreinte dont elle se souvenait désormais était teintée de mensonge. Ce n'était pas qu'elle était moins aimée, mais qu'on lui avait menti pendant 35 ans. Elle confronta sa famille à huis clos exigeant la vérité là où seul le silence avait régné. Le masque royal se fissura. Des voix s'élevèrent empreintes d'une fureur brute et débridée lorsqu'elle se tourna vers sa mère exigeant de savoir pourquoi on l'avait laissé vivre une vie bâtie sur un mensonge. Le silence de sa mère en disait plus long que n'importe quel aveu, confirmant que la dissimulation avait été un choix délibéré, fait pour protéger la couronne plutôt que sa fille. La confrontation n'était pas mise en scène pour les caméras. C'était une guerre intestine. Béatrice balaya du regard la pièce les parents et les conseillers en qui elle avait confiance, ne rencontrant que des regards fuyants et des yeux baissés. Nul ne pouvait soutenir son regard. Leur silence criait complicité. Ils insistaient sur la nécessité de la tromperie, arguant que la vérité aurait fait plus de mal que de bien. Mais Béatrice refusait d'être un sacrifice pour la stabilité royale. Elle n'était ni un symbole ni un bouclier. Elle était une femme dont l'histoire avait été réécrite sans son consentement. La tension atteignit un point de rupture lorsqu'elle menaça de quitter définitivement la monarchie. À cet instant, la peur de la famille devint palpable. La perdre, c'était perdre un autre fragment de l'image fragile à laquelle il s'accrochait. Pourtant, une fois la vérité infiltrée dans les murs du palais, ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne s'échappe. Lorsque le secret fut enfin révélé, le monde entier retint son souffle. La fuite fut soudaine, un document précieusement conservé tomba entre les mains de journalistes qui comprirent la gravité de ce qu'ils détenaient. En quelques heures, la vérité devint un spectacle planétaire. Les gros titres criaient à la trahison et remettaient en question la légitimité de la lignée royale. Les médias se jetèrent sur l'affaire avec une férocité implacable, disséquant chaque photographie et chaque apparition publique à la recherche d'indices qu'ils avaient négligés pendant des décennies. Mais au milieu de ce chaos, la colère du public ne se dirigea pas contre Béatrice. Au contraire, une vague de sympathie déferla sur la princesse, prise au piège d'un système qui privilégiait le secret à l'honnêteté. Elle devint une figure tragique, victime d'une couronne qui lui avait volé sa vérité. Les réseaux sociaux vibrèrent d'empathie, la présentant comme une femme résiliente, plutôt que comme une princesse déshonorée. L'indignation cependant s'abattit violemment sur l'institution. Les commentateurs accusèrent le palais d'hypocrisie de se présenter comme un pilier de la tradition, tout en dissimulant un secret si explosif qu'il ébranlait les fondements de la lignée. Des manifestations éclatèrent devant les portes du palais alimentées, non par la haine de la famille, mais par la fureur face à la tromperie. Les spéculations sur la succession et les titres atteignirent leur paroxysme. Juristes et historiens débattaient de la possibilité que Béatrice perde sa place dans l'ordre de succession ou que son avenir soit bouleversé par une vérité qu'elle n'avait jamais demandé à connaître. Chaque opinion exprimée ne faisait qu'attiser les flammes, exposant la monarchie à un niveau d'examen qu'elle n'avait pas connu depuis des générations. À l'intérieur du palais, les fonctionnaires s'efforçaient de reprendre le contrôle, mais leur discours sur l'unité familiale sonnait creux face à la force des révélations scientifiques. Béatrice se trouvait à la croisée des chemins, un choix qui allait décider de son destin. Prise entre son héritage royal et sa vérité biologique, elle était
était contrainte de choisir entre la couronne et sa lignée. D'un côté, une vie de cérémonie et d'obligation. De l'autre, un père dont l'existence avait toujours été dissimulée. La pression du palais était implacable. Ses conseillers évoquaient le devoir et la loyauté envers la couronne, la suppliant de se taire et de protéger l'institution. Ils affirmaient que ces titres la définissaient bien plus que son ADN. Mais pour Béatrice, ces arguments n'étaient qu'une invitation à sacrifier son âme pour préserver une illusion. L'idée de s'enfuir, de se défaire des titres et du regard des autres pour vivre pleinement sa vie, lui murmurait une vague de liberté dangereuse. Mais cette liberté impliquait la perte de sa place dans l'histoire et l'abandon de l'amour de sa famille. Alors qu'elle commençait à tracer son propre chemin, les résultats ADN révélèrent un dernier rebondissement stupéfiant. Caché dans les données cliniques se trouvait un détail passé inaperçu au premier abord. Une révélation qui changea une fois de plus le cours des événements. La lignée, bien que scandaleuse par son secret, recelait un lien plus profond et lointain avec la monarchie elle-même, par le biais d'une branche que peu avaient jugée pertinente. Il ne s'agissait pas d'une rupture de la place de Béatrice au sein de la famille, mais d'un rapprochement inattendu. Le palais acculé et épuisé fut enfin contraint de reconnaître la vérité qu'il avait enfouie pendant des décennies. Il dut admettre que l'histoire de Béatrice n'était pas celle d'un exil, mais celle d'une légitimité douloureuse et complexe. Le monde resta bouche bée. Ce qui avait commencé comme une histoire de trahison devint le récit d'une connexion tragique et indéniable. Béatrice finit par accepter son identité, non comme celle d'une fille d'illusion, mais comme elle-même brisée et entière, à la fois marquée par les cicatrices, mais inébranlable. Elle choisit de rester fidèle à elle-même, sans pour autant adhérer pleinement aux mensonges du palais, ni renier totalement l'homme qui l'avait élevée. La monarchie à jamais transformée ne pouvait plus se cacher derrière le voile de la perfection. L'histoire de l'ADN de Béatrice fut le verdict final sur une ère de tromperie. Elle prouva que la couronne n'est pas une famille, mais un scénario, et que même l'institution la plus puissante au monde ne peut réécrire le cours de la vie. Le silence du palais fut rompu, et une honnêteté nouvelle et brute s'installa. Béatrice demeurait une princesse, mais une princesse de la vérité, portant le poids de son histoire avec une dignité qu'aucun secret n'aurait pu lui conférer. La monarchie survécut, mais elle n'était plus intouchable. Elle était humaine imparfaite, et enfin indéniablement réelle. Le goût amer du scandale plane encore sur Windsor comme un fantôme. Il nous rappelle que tout secret a une date de péremption, et que le prix à payer pour préserver une image, ce sont souvent ceux-là même qu'elle est censée protéger. Le parcours de Béatrice d'un simple examen médical à un scandale national est une leçon philosophique pour les temps modernes. La vérité se moque des couronnes et le sang n'est pas fidèle à la tradition. Elle a dû perdre son identité pour retrouver son âme, et ce faisant, elle a forcé la monarchie à se regarder en face. Les dossiers sont de nouveau scellés, et les avocats sont passés à la crise suivante, mais les pierres du palais n'oublient rien. N'oublie rien. Elle dit « j'ai oublié Bandance ». Elle n'oublie pas les larmes d'une fille à qui l'on a dit qu'elle n'était pas celle qu'elle croyait être. Et elle n'oublie même pas le jour où la maison de Windsor a appris que la science est le seul souverain qui n'abdique jamais. Au fil de l'histoire, Béatrice demeure un symbole de résilience au sein d'une institution définie par sa rigidité. Son nom est à la fois un titre et une cicatrice, un rappel que l'appartenance se trouve dans le cœur, non dans une éprouvette. Le prince qui l'a élevé reste son père à tous égards, même si l'ADN en dit autrement. Mais l'illusion s'est dissipée, remplacée par une lucidité que seul le feu peut forger. La monarchie a retrouvé sa forme, mais une forme qui intègre la vérité de sa propre fragilité. L'histoire de la lignée de Béatrice n'a pas marqué la fin de la dynastie, mais le début de sa maturation. Une transition forcée d'un conte de fées sur la pureté du sang à une réalité d'une grande complexité humaine. Et pour la princesse qui a tenu bon, la récompense fut quelque chose que la couronne n'aurait jamais pu lui offrir, le droit d'être reconnue pour ce qu'elle est vraiment. Au final, le secret n'a pas divisé la monarchie. Il l'a définie. Il a révélé que l'institution est capable de profondes tromperies, mais aussi d'une endurance extraordinaire. La machine royale continue de tourner, les cérémonies se déroulent toujours, et les salutations sont toujours faites. Mais le regard de ceux qui savent a changé.
Ils savent que derrière le velours et l'or se cachent des vies sacrifiées pour la stabilité. Béatrice est la preuve vivante de ce marché, une femme qui a payé le prix de la paix du royaume. Son histoire témoigne que le pouvoir le plus grand que l'on puisse posséder n'est pas un sceptre, mais la vérité de sa propre existence. Et lorsqu'elle parcourt les couloirs de ses ancêtres, elle le fait avec la force tranquille et inébranlable d'une femme qui n'a plus rien à cacher. Le roi règne peut-être, le duc dirige peut-être, mais c'est la princesse de la vérité qui a finalement conquis le palais. Le silence est enfin rompu, et un nouveau chapitre de l'histoire royale s'écrit à l'encre de l'honnêteté, un héritage que même le temps ne peut effacer.